Bonjour. Donc ouais, au quotidien, en fait, ce qui se passait, c'est que je préétalonnais les rushs en accord avec le chef opérateur là-bas, pour qu'il soit content. Évidemment, je lui envoyais, le jour où j'étalonnais, je lui envoyais des images références, et ensuite il recevait de toute façon, soit sur un serveur FTP où il pouvait consulter les rushs sonorisés, étalonnés, préétalonnés, soit carrément la première semaine, on leur envoyait carrément des H264 muets de toutes des journées de rush en bonne qualité pour qu'ils puissent vraiment se rendre compte de ce que ça donnait, quoi. Donc ça avait vraiment un intérêt parce que sur ce film-là, en fait, il y avait énormément de nuits américaines demandées. Donc j'étais quand même obligé je dirais, de faire un pré-étalonnage un peu poussé pour que, au niveau du montage, le réalisateur, quand il viendra en montage, il retrouvera ses rushs en basse résolution dans la vide, et quand même la sensation de retrouver son film tel qu'il l'a pensé et écrit, quoi. C'est surtout en ça que c'est important. Et la deuxième chose importante, c'est comme tout est centralisé, c'est-à-dire comme la station de pré-étalonnage est aussi un Resolve, sauf que c'est sur une station Mac, mais qu'elle gère, elle va pointer les rushs sur le même SAN sur lequel le Resolve, lui, Linux 4K, qui va faire l'étalonnage def du film une fois conformé, va retrouver les pré-étalonnages que j'aurais déjà fait. Ce qui veut dire en fait que quand je vais conformer le film, je vais pouvoir donc rappeler les rushs natifs, je vais aller pointer directement les rushs natifs, non transcodés, directement, et en plus le pré-étalonnage que j'aurai appliqué tout au long du mois de tournage, quoi. Voilà. Un gain de temps de 2 jours sur 10 jours d'étalonnage, déjà. Donc je pourrais Donc, déjà directement donc, rentrer avec le chef-op dans des choses un peu plus... donc on a bien compris l'importance d'avoir des workflows bien pensés, donc comme ouais, voilà. dès le départ par rapport au volume de données qui sont en jeu. Sur le plan plus artistique, parce que vous avez le micro, donc dans quelle direction vous êtes allé sur ce projet avec Vincent Gallo, par exemple? Vincent Jeannot. Vincent Jeannot, pardon. Vincent Gallo, c'est après. Euh, je devais le faire à un moment donné. Euh, oui, vous avez essayé de pousser assez Disons qu'en loin fait, voilà, il était surtout dans des conditions où il y avait zéro éclairage, quoi. C'était vraiment lumière brute. Donc dans un premier temps, c'était déjà pousser la caméra dans ses retranchements et puis voir ce qu'on pouvait en sortir. Puis nous aussi, ça nous a permis de voir comment réagissait le Resolve, la station d'étalonnage avec des fichiers Soniro F65. Je crois qu'il n'y a pas plus lourd, donc ça a été un peu... voilà, ça. Enfin, il y a peut-être beaucoup plus, ouais, pardon. Enfin, en tout cas, moi, voilà, je l'ai senti que par rapport à la débayerisation d'autres fichiers comme la RAID ou la RAID où c'était tout seul, là, voilà, des fois c'était un peu compliqué, mais on a trouvé la solution. Blackmagic enfin, Blackmagic DaVinci ont bien réagi. Et en une semaine, on avait plus de problème on avait un petit peu de problème de temps réel au début, puis là, au bout d'une semaine, il n'y avait plus de problème, quoi. Donc ça roulait tout seul. Et puis du coup, voilà, sur comment on a poussé les images, on a fait des masques, voilà, on a cherché à voir comment réagissait l'image, mais on n'a pas non plus été poussé, on n'a pas fait une esthétisation absolue de l'image, on est resté assez naturel, c'était pas le but de faire un clip, quoi. Donc voilà, on est resté assez soft dans le traitement de l'image. Et surtout, l'avantage de la F65, c'est que en comparaison à un RAW log C d'une ARRI, est beaucoup plus flatteur en fait. Et un peu plus de contraste, du coup un peu plus de couleur, je dirais, qui se rapproche du naturel, comparé à un log C d'une ARRI qui est très flat, très gris. Voilà, ça fait déjà c'est un peu plus sympa à travailler, quoi. Il y a beaucoup moins de choses à faire, juste tourner les boutons, déjà on retrouve un peu plus je dirais, de réalisme dans l'image. Voilà. Très bien. Peut-être qu'avant de voir les images, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle, éventuellement? C'est peut-être le moment, si vous avez des questions à poser à l'ensemble de l'équipe. Moi, je voulais juste faire une précision avant qu'on les regarde les images, mais si vous avez des questions, on y répondra évidemment bien volontiers. Ce que vous allez voir tout à l'heure, il y a deux parties. La première a été tournée par Vincent Jeannot, dans des conditions très simples. On est parti. L'idée, c'était de dire zéro lumière additive, rien. On part avec la F65, on part avec des objectifs, des zooms ingénieux,
tout ça en accord entre Panavision, Angenieux et nous. On va à Saint-Étienne, qui est la ville d'Angenieux, puisqu'ils sont installés à côté. On fait une journée de repérage, on trouve des endroits qui sont un peu particuliers, différents en tout cas des quais de Seine et de la Tour Eiffel que vous connaissez par cœur et que vous voyez tous les jours. Et on va essayer de se mettre dans des conditions de tournage classiques, réelles. L'idée, c'était vraiment de se dire, c'est bien évidemment, c'est de montrer ce qu'on est capable de faire, mais c'était aussi de dire, le 4K, avec cette caméra-là, voilà ce que ça peut donner dans des conditions qui sont un peu extrêmes et qui sont aussi des conditions de tournage. Hein. C'était quand même ça l'idée. Première partie. La deuxième partie que vous verrez a été tournée avec la même caméra, les mêmes optiques, par contre éclairée, parce que c'est un court-métrage qui a été posé, éclairé, écrit. Enfin, c'est des extraits d'un court-métrage qui est en finition de montage. Et pourquoi est-ce qu'on a associé les deux? D'abord parce qu'on fait la post-production des deux, ça c'est la première chose, et que la deuxième, c'est que c'était des conditions de tournage qui étaient similaires en termes de matériel, mais pas du tout similaires en termes j'allais dire, de conditions artistiques de travail au moment du tournage. Et on trouvait intéressant de pouvoir montrer la complémentarité qu'il y a sur cette caméra et sur ce workflow, avec quelque chose de très brut, pas éclairé, et on y va rouler jeunesse rock'n'roll, si je puis dire, et un film plus travaillé, beaucoup plus esthétisé et plus bossé en termes de direction artistique. Ce qui est une manière voilà, et de montrer que la caméra était capable de faire des choses intéressantes, nous aussi la capacité à l'adaptabilité, et puis ce qu'on pouvait sortir de ce workflow. Je reviens juste à ce que disait Régis tout à l'heure sur le préétalonnage et sur le fait qu'on gagne 2 jours. Déjà, le gain de temps, c'est toujours un gain d'argent pour les productions, ça c'est clair. L'autre avantage que ça peut avoir, c'est que ça vous laisse le temps ça laisse le temps aux opérateurs, par exemple, sur certains plans qui sont un peu délicats ou sur lesquels ils ont envie de travailler, d'avoir un apport artistique un peu différent, ça leur laisse un tout petit peu plus de temps. Et puis cette histoire de débayorisation, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, je ne suis pas le roi de la technique. La seule chose l'une des choses qui m'a le plus frappé, c'est la capacité qu'on peut avoir aujourd'hui à intervenir sur l'image en travaillant sur cette débayorisation en temps réel et sur les métadatas. Moi, j'étais vraiment scotché. Venant d'un monde de l'argentique où il y a 3 couleurs et la densité, d'un seul coup, ça ouvre des champs et des perspectives, au-delà même de l'étalonnage numérique qui a déjà des possibilités qu'on connaît maintenant depuis 10 ans. Là, d'un seul coup, on s'attaque à la capacité à pouvoir intervenir sur les métadatas de la caméra, à le voir en temps réel et sur les rushs natifs. Je pense que ça va donner des idées aux étalonneurs, ça c'est sûr, et aux chefs opérateurs, c'est évident. Et que cette capacité à pouvoir dire on travaille un peu en amont, on préserve le travail qu'on a fait pendant le tournage, on l'applique au rush, on le voit en natif, et en plus on a un petit peu de temps pour être créatif, avec une possibilité qui est démultipliée par, je n'ai pas de qualificatif. Je pense qu'on va rentrer dans une écriture de l'image qui va être encore différente de celle qu'on a connue avec l'apport de l'étalonnage numérique depuis le début des années 2000. C'est le sentiment que j'en ai aujourd'hui. Voilà. Juste une petite précision. Très bien. Je pense que d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Vincent Gallo, également sur le travail de laboratoire et tout ce qui est possible de faire avant même de passer à l'étape d'étalonnage sur le travail de l'image RAW sortie du capteur de la caméra. On peut regarder les images maintenant et questions après, ou est-ce qu'il y a déjà des questions on va regarder peut-être les images. Oui, regardons les images. Et puis 7-8 après, minutes, c'est ça? Oui, il y a grosso modo le tournage de Saint-Étienne de Vincent Jeannot, qui en a été l'opérateur, le co-monteur, le co-réalisateur, l'initiateur. Voilà, fait à peu près 3 minutes 30. Et puis vous avez derrière ces 3 minutes 30 du court-métrage. De toute façon, tout est marqué dans le petit générique de fin. Vous verrez qu'à chaque fois, sur les tournages qu'on a fait à Saint-Étienne avec Vincent, vous avez une précision sur les optiques qui ont été utilisées, ce qui, pour les opérateurs ou les assistants, est peut-être pas inutile. C'est pour ça qu'on l'a mis. Bonne projo. À tout de suite. C'est un TCP en 4K, projeté en 4K. Tout l'intérêt. 24 images secondes.
Bravo. Merci. Bien vu les images. C'est les opérateurs à qui il faut dire bravo. C'est eux qui font les images. Est-ce que par rapport aux images, il y a des questions, des observations? Juste sur le... J'ai noté en fait une présence de bruit vidéo en fait dans Ouais. le premier film. Ouais, sur certains plans. Ouais, Ouais, c'est parce qu'on parce a. que vous avez tiré dessus. Ah oui, ou oui. C'était ouais, Oui, oui, d'accord. on a Ok, c'est testé. juste ça. L'idée, c'était d'être testeur, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc Non on mais tant a mieux, c'est bien. poussé le truc au bout, quoi. C'est-à-dire qu'on a travaillé à des sensibilités différentes. Ouais. Donc forcément, en ayant parfois un peu de bruit, oui, enfin, C'était on s'est mis dans des conditions, ouais, parce encore que une c'est fois. assez aléatoire. Il y a d'autres plans. Hum Effectivement, c'est. Euh, Je je reconnais le côté vachement lisse. Et je tout. saurais pas te dire, Vincent, quelles sont les expositions exactement. Ce que je sais, c'est que étant Moi sur non le plus, j'arriverai tournage, pas à la vue comme ça. ayant été sur le tournage, Vincent a travaillé à des expositions différentes justement pour tester la caméra et voir un peu ce qu'elle était capable de sortir et comment qu'elle était capable de réagir. D'accord. Ok, merci. Non plus. Est-ce que vous avez noté une différence entre les rushs et le DCP 4K? C'est-à-dire, tu étalonnes en 4K natif, fichier RAW, et ton DCP 4K tel qu'il est là. Est-ce que tu as une différence? Strictement la même chose. Ouais. La sortie si je peux te le prouver, si tu viens chez nous, je te montre la sortie étalonnage du DaVinci Resolve en brut avec donc en amont, en input, les fichiers slog et le DCP derrière. Voilà. La notion de bruit, tout ça, elle est identique. Tout est là. Tout est là. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que, en l'occurrence, vu la compression qui est exercée, c'est assez particulier parce que vu la compression qui est exercée sur l'image au moment de la fabrication du DCP, on pourrait penser qu'à un moment donné, on la détériore l'image finalement. Et en fait pas. Et je pense que c'est dû, encore une fois, je ne suis pas un méga techno, mais je pense que c'est dû simplement au fait que l'image est tellement riche à la base qu'à un moment donné, vous avez beau la compresser, il reste quand même une qualité intrinsèque à l'œil. C'est la perception qu'on en a, c'est toujours pareil. Évidemment, on peut avoir une manière analytique d'analyser le signal, les datas et l'image. En même temps, on fait tous, et c'est pour ça qu'on aime ce métier, on fait du cinéma, et donc c'est la perception qu'on en a de l'image qui est importante. Et que quand tu regardes et que tu es dans une salle et que tu compares, à grosso modo, chez nous, quand tu es installé à l'étalonnage, tu es environ à, j'allais dire, 10 mètres 50 de l'écran. La perception est assez identique, donc c'est ça qui est assez incroyable, je trouve. Ce qui est frappant, bon, c'est dans les basses lumières, effectivement, ce qu'on arrive à ressortir. Est-ce que dans les hautes lumières, par contre, il y a des faiblesses que vous avez constatées? Là, c'est lié à la caméra, hein, donc, plus ou moins. Donc, ouais, dans les hautes lumières, c'est pas forcément. Enfin, tu peux récupérer quand même pas mal de choses, notamment sur le lit. Le lit, le deuxième court métrage, le court métrage en deuxième temps. Quand je chargeais les rushs, en fait, il y avait des parties vraiment, c'était explosé tout de suite comme ça, donc un petit peu surpris. Et en fait, j'ai récupéré quand même suffisamment d'informations, chose que je pensais brûler, mais en fait, en jouant donc avec les métadatas et même simplement en redensifiant l'image, j'ai récupéré des infos qui étaient là en fait. Donc voilà. Après, au niveau des ampoules, par exemple, voilà, au niveau des ampoules dans les couloirs, tout ça, c'était vraiment brûlé. Et suivant si on débayerise pour une histoire de fluidité en ALF premium, c'est-à-dire on réduit la débayerisation de moitié pour soulager un peu la machine. Et suivant quand on la repasse en full premium, c'est-à-dire on lui met plein pot débayerisation optimale, la définition du contour des ampoules de très très haute lumière, là il y a des artefacts vidéo qui se créent. Ouais. Mais bon, le but est de ne pas renderer, de tout recalculer en alpha, quoi. Enfin, on fait tout en full et là, voilà, on retrouve des trucs assez clean. Donc ouais, sur la Sony F65, les très très hautes lumières, ça reste encore un poil trop vidéo à mon goût. Il n'y a pas ces trucs-là. Maintenant, vas-y. Ouais, Vas-y, je veux juste je sais préciser quelque chose, c'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre avec ces caméras, et peut-être ce qui n'est pas encore, on va en parler justement tout à l'heure après avec Vincent,
c'est qu'on obtient des latitudes monstrueuses. C'est-à-dire la notion de sensibilité qu'on donne est une notion de sensibilité artificielle. C'est-à-dire que on dit 800, 1600, 1200, 400, 200, etc. En fait, il faut prendre la caméra avec les caractéristiques qu'elle a et l'utiliser à contrario de ce qu'on avait avec une pellicule, où on dit une pellicule, c'est une pellicule 500, 200, 400, etc. On pose la caméra pour la sensibilité qu'on a envie et on déplace donc le curseur de l'attitude qu'on va avoir dans les hautes lumières. Donc quand tu dis dans les hautes lumières, elle est juste. Moi, juste ce que je veux dire, voilà, exactement. Il faut préciser ça parce que Pour faire la paix entre vous deux, effectivement, comme on a la ressource après de pouvoir bouger ce curseur, si tu veux aller chercher, moi j'ai filmé des projets de face et je vois les ampoules. C'était un délire. C'est ce que disait Régis tout à l'heure. Quand tu regardes dans le tunnel, c'est le musée de la mine de Saint-Étienne, vous avez le tunnel des douches des mineurs qui sortaient et qui se lavaient. Au plafond, c'est simple, hein, tu as des lampes de merde, pour être clair, tu as des lampes de merde. Et suivant la manière dont tu les débayeurises et suivant la manière dont tu vas travailler tes métadatas, tu n'as pas le même résultat. Donc, bien évidemment, avec une finesse qui est absolument incroyable. Et je suis tout à fait d'accord avec Patrick quand il dit ça. C'est-à-dire que il faut sortir de nos raisonnements de sensibilité de pellicule, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le métadata. D'un seul coup, on a des possibilités de travail qui sont étendues. On n'a pas, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas notion des limites qu'on va pouvoir atteindre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, voilà, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je précisais ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Hein. Moi, j'ai travaillé avec ça récemment sur le long métrage, le dernier long métrage que j'ai fait pour les nuits américaines. C'est simple. Lui, il a posé à 800. Je lui dis reste comme ça, reste à 800. Moi, par contre, quand je vais faire le pré-étalonnage des rushs, je les descends à 320 ou 400, suivant, voilà, parce que c'est en bord de mer, et ça marche super bien. Exactement. Je garde les brillances, tout est beau. Enfin, j'ai une logique qui est là, qui reste constante sur tous les rushs que je bascule, qui sont de la même séquence, qui basculent à 320. Et voilà, bien sûr que je ne vais pas dire cette caméra est pourrie parce que. C'est pas ce que je voulais dire, mais il faut préciser parce que c'est vrai que c'est compliqué, que les gens restent dans une notion qui est assez conventionnelle et cet outil-là nous permet des trucs que peu de choses nous permettent, même le film, je dirais. Je pense que cet outil a au moins 15 diaphes de latitude et 15 diaphes de latitude en pellicule, il n'y en a pas beaucoup. À part peut-être la 52-19. Voilà, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de choses, même en pellicule, qui permettent autant de possibilités qu'on a avec cette caméra. Donc c'est tout simplement une notion de curseur et une notion d'utilisation qui va donner un rendu plus ou moins, on va dire, voulu, quoi. Pour aller dans ton sens, Patrick, je pense qu'on en est au balbutiement, encore une fois. Oui, mais on en est au balbutiement de l'utilisation et des capacités d'utilisation, je pense, d'une certaine manière. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais... Voilà, c'est un truc de dingue. On va entamer ce débat dans 2 minutes. D'où on va pouvoir essayer de trouver en ayant ces méthodes-là. Je sais que depuis que je joue avec des RAW, on va dire, parce que voilà, je suis un enfant, je joue avec des RAW, et que j'ai découvert le sens des métadatas, parce qu'il a fallu comprendre aussi ça au début quand un chef-op vous dit non, c'est à 800 ISO parce que c'est la meilleure dynamique de la caméra, c'est là où j'ai le truc, tu touches pas. Bon, voilà, mais à partir du moment où moi, à une caméra à 800 ISO, je dirais pas laquelle, me ramène du bruit dans les noirs qu'il n'avait pas vu, moi je dis bah ouais, mais moi je préférais que tu la poses à 640, au moins j'élimine le bruit dans les basses lumières, quoi. Et ce genre de choses, enfin, c'est des tout petits détails, mais voilà, c'est le fait de pouvoir le faire, ça amène un plus, quoi, ou de faire l'inverse, ouais. Quand je vous ai demandé, c'est bizarre, je vois un bruit vidéo que, bon, j'ai pas l'habitude de voir et tout. En même temps, je me dis, au début, j'étais, oh tiens, mais ça ressemble un peu à du 35 quand même. On se dit, tiens, on va pouvoir faire monter du grain, puis trouver des images qui rappellent un peu un truc style années 80, par exemple. Il y a un champ de possibilités qui est génial.
C'est un truc de malade mental, je pense. Très bien. Juste une dernière petite chose. Du coup, ça fait évoluer votre métier d'étalonneur. Comment vous vous adaptez à cette nécessité Alors, pas d'aller du plus tout, loin dans absolument pas. Je suis resté dans le ancré comme traitement il y a 10 d'image? ans. Non, 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 bah, évidemment, ouais. Bah, c'est justement enfin, à titre personnel, enfin, c'est jubilatoire, quoi. Ça a redonné un second souffle, voilà, à ce qu'on connaissait avant. Et donc, du coup, voilà, faut aimer chercher, il faut aimer fouiller, par contre, il faut s'intéresser à l'outil, ça c'est clair. Et puis, déjà, il y a le point de vue du fait d'être directement en liaison avec donc les caméras, enfin la source des caméras, les RAW, tout ça, mais en plus, tout le côté des machines d'étalonnage qui, elles, évoluent aussi énormément et qui ramènent de plus en plus une partie trucage, voilà, des trucs qui étaient plus apparentés à des stations graphiques comme le Smoke, le Flame ou After Effects. Et là, on a de plus en plus d'éléments aussi qui viennent de ces machines-là, qui nous amènent un peu plus je dirais, d'amusement. Voilà. Donc après, voilà, tout est histoire de goût, de jusqu'où on va. Oui, pardon. Non, c'est de l'étalonnage, non. Bah, ça dépend, voilà, ça dépend où on pose la limite de l'effet spécial, quoi. Encore une fois, mais non, entendons-nous bien, moi je suis pas là pour refaire une image, je suis là pour aboutir une image, hein. Le vrai artisan de l'image, c'est pas moi, hein, c'est vous, hein. Donc, Est-ce qu'un sans blanchiment ou est-ce qu'un surdev ou un sous-dev, c'est du trucage? Bah non, tu développes ton fichier. En fait, là, ce que tu fais maintenant, c'est que la chance du numérique, c'est qu'en fait, ça te permet de développer plusieurs fois ton fichier. Avant, tu le développais une fois d'une certaine manière. Puis il était fait, tu pouvais pas revenir en arrière. Je sais pas si Là, vous, il peut jouer avec le développement. je sais pas si vous avez vu, mais les étalonneurs ne s'appellent plus étalonneurs aujourd'hui. Ils s'appellent coloristes. Et je pense que c'est pas anodin du tout sur la transformation des métiers et des savoir-faire en s'appropriant les technologies. Et ça, c'est pas du tout gratuit, je pense. Voilà. Très bien. Non, c'est pas gratuit, évidemment. Il y a du savoir-faire, donc ça, ça a une valeur. J'avais On- pas parlé d'argent, Marc. T'as remarqué. C'est toi qui ramène. Non, non, mais on est aussi là pour ça, Bien pour sûr, montrer qu'il y a évidemment. des métiers à valoriser. Euh, donc, on va peut-être passer Merci de merci votre attention. beaucoup à l'équipe de Cinemage. Donc, Patrick Leplat, Panavision France, Vincent Gallo. Oui, on a déjà un petit peu entamé le débat qu'on va avoir maintenant. Donc là, on n'aura pas d'image à montrer, malheureusement, puisque c'est un film, on va parler d'un film qui est en fin de tournage, hein, si je ne m'abuse, donc qui s'appelle 96, qui est réalisé par Frédéric Schoendorfer, donc un film d'action, thriller, d'après ce que j'ai Alors, compris. il n'y a pas d'action Ah, du tout. mais c'est un thriller quand même. C'est un thriller. Ouais. C'est thriller psychologique alors. Voilà, exactement. D'accord. Et, et donc avec quand même donc un gros budget, enfin un film tout à fait. Non, il y a 5,8 millions, donc c'est pas un gros Ah non, budget. c'est pas un gros budget effectivement, mais avec une ambition en tout cas artistique et Bah, réelle. Et, bah, il y a et- pas, il y a même entre guillemets ce qu'on appelle des petits films, même si on n'a pas de petits, on a toujours des grosses ambitions. Donc oui, avec des grosses ambitions de toute façon. mais avec un parti pris en plus de tourner donc avec la Sony F65, donc Ouais. d'être plutôt à la pointe de la technologie. Donc là pour le coup, Bah, c'est ça qui est. en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, enfin, moi je voulais pas tourner avec une F65. Voilà, donc il a fallu m'expliquer qu'il y avait des nouveaux outils, puis que je les essaye. J'étais persuadé que ce film fallait le faire en anamorphique en 35 mm. Donc je cherchais une solution pour travailler en anamorphique, puisque c'est des objectifs que j'adore. Pour avoir été longtemps assistant, j'ai eu beaucoup de discussions avec des directeurs de la photographie qui effectivement voyaient l'anamorphique comme ce qu'il y avait de mieux. Donc dans un polar d'ambiance et pas justement d'action, j'étais persuadé que c'était tout à fait possible, et puis que ça amenait quelque chose esthétiquement au film. Donc on est parti sur cette idée de tourner avec des anamorphiques. Alors pour des histoires de budget, c'était pas possible aussi de le faire en 35. Donc au début, je pensais tourner avec une Alexa, et en fait là, on m'a sorti un joker, on m'a dit tiens, regarde ce truc qui est nouveau, gna gna gna.
Et alors, au début, je les ai même limite insultés parce que j'ai vu des essais il y a un an et quelques de la F65. J'ai trouvé tellement nul que devant tous mes camarades opérateurs, je disais, vous vous rendez compte, c'est une honte de faire des caméras comme ça. Et en fait, là, j'ai pris une grosse baffe et Et on qu'est-ce a qui vous fait a des décidé essais. donc en fait Je suis de allé, tourner j'ai sur ce tourné type? plein de choses avec des anamorphiques sur cette caméra. Et en fait, j'ai découvert que déjà, bon, brut de fonderie comme ça, en la prenant dans sa sensibilité de 800 ASA, c'était sublime. J'avais l'impression de voir du film, en fait, pour tout dire, sauf qu'il n'y avait pas de grain. Mais je voyais des couleurs réalistes, faciles à travailler, des noirs hyper profonds, on va dire sans gain, sans détérioration, des blancs. Je ne trouvais pas que j'avais pas l'impression de voir des blancs vidéo surexposés, même sur des choses qui étaient très cramées. Et on arrivait assez facilement à aller chercher justement les blancs et à les rendre plus crémeux, plus matirés, donc comme en 35. Et ouais, tout ça a fait que ça m'a intéressé. Et alors après, j'ai fait d'autres tests plus sur la sensibilité de la caméra. Et alors là, ma grande surprise, je me suis rendu compte que je pouvais tourner à 2500 ISO, sans grain, pareil, avec des images, en tout cas sur 6 mètres de base que je trouvais vraiment belles. Alors, il faut savoir que je cherchais l'absence de grain aussi en même temps, hein, donc ça allait bien dans mon sens. Et donc, Juste, tournant en anamorphique, ça me oui. permettait de faire des nuits à 4 de diaph, donc avec des assistants heureux qui peuvent faire le point et qui me ramènent des plans nets, un maximum net. Et voilà, ça a été le déclencheur. Est-ce qu'on peut revenir 2 minutes sur les raisons artistiques qui ont fait que vous avez choisi l'anamorphique? C'est-à-dire par rapport à l'histoire, ça a apporté quelque chose, cette esthétique que vous Ouais, recherchiez? bah absolument. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que des optiques anamorphiques. Si vous avez un départ de point qui est plus rond, c'est plus beau. Euh, Ça permet de travailler avec moins de filtres aussi, je trouve. Donc, quand on filme des gens en plan serré, on n'est pas obligé de mettre des classiques soft, des promises, tous les petits gris-gris qu'on utilise pour que les peaux soient plus belles. Là, d'un seul coup, on a des peaux flatteuses. Moi, quand je fais de la pub de beauté, si je peux, j'utilise des anamorphiques parce que d'un seul coup, je sais pas, une fille de 30 a l'air d'avoir 20 ans. Et c'est aussi simple que ça. Hein, donc oui, en termes de beauté pure, oui, c'était avantageux. Puis Donc il y a là, une droiture dans l'image qu'on n'a pas avec des séries. l'idée c'est que vous restez très près des personnages là. Donc si j'ai bien Ah compris, bah, il y a un moment donné, oui, on se rapproche beaucoup. Oui. On ne fait pas que filmer des décors. Donc, que dire d'autre l'anamorphique aussi. Au début, ça me faisait peur parce qu'il faut effectivement cropper dans le capteur de la caméra. Mais bon, à la fin, quand on part de 2880 par 2160, à la fin, en fait, quand on dit squeeze, on revient sur un vrai 4K. Donc c'était aussi intéressant. L'idée d'être en 4K aussi, c'était que on se disait avec Frédéric Schoenhofer, voilà, c'est le 4K, c'est l'avenir. Il faut qu'on fasse des films 4K. Si les gens veulent le voir, je sais pas, dans X années, ce sera déjà un film en 4K et ça a un intérêt, quoi. Et surtout, ce que je voyais entre du 2 et du 4K au laboratoire, je me disais, mais il n'y a pas photo, faut faire du 4K. C'est 1000 fois plus beau. donc là vous avez Voilà. vu déjà les premières images, les premiers Ouais. rushs. Donc de toutes les semaines de tournage, tout est Non, j'ai terminé. pas tout vu. Non. Mm. Et qu'est-ce que vous en pensez justement, votre première Je sensation par suis rapport vachement content. C'est un bel exemple. Non, je suis très content. Et pourtant, j'étais pas du tout crédule. Enfin, sur la caméra, moi j'avais des gros doutes au début, mais là, non, je sais pas trop comment l'exprimer. Je suis pas quelqu'un qui prend la parole comme ça tout le temps, mais ouais, c'est beau. Je suis content.